Et bienvenue, c'est la deuxième édition du cycle 2023 du séminaire de psychiatrie de la personne âgée. Et aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur de recevoir le tuteur Léoyon, le chef du service Psyline et l'équipe Vigilance, qui vont nous parler. L'intitulé que nous on avait donné, c'était la place des seniors dans on va dire, la stratégie globale de prévention du suicide qui se déploie à travers le plan de formation en 3 niveaux, le déploiement du 3114, vigilance. Je ne continue pas. Enfin, il y a l'idée effectivement que pour la première fois en France, on a une vraie stratégie concertée de prévention du suicide avec des acteurs qui se sont mis d'accord en fait sur notamment d'ailleurs des parcours pour les patients. Le CPS Paris qui héberge le séminaire et qui, je le répète, n'est pas du tout responsable du choix du thème pour cette année, mais il nous a quand même bien fait plaisir. Participe, bien entendu, à cet effort-là. Et c'est comme ça qu'on a pensé vous inviter pour nous dire un peu et nous faire un retour d'expérience et nous dire un peu quelle place ont les seniors, en fait, dans ces dispositifs-là, ou quelle place ils n'ont pas et quelle place ils pourraient avoir, puisque vous allez vous adresser aussi à beaucoup de gens qui travaillent en psychiatrie de la personne âgée. Je pense que connaître Vigilance, ça les aidera beaucoup. Voilà, donc on est ravis et puis on va décliner, vous le savez, le programme est disponible en ligne, n'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez écrire à séminaire@cpsparis.fr pour avoir toutes les infos. Et je vous passe la parole à William. Merci beaucoup, merci d'être là ce matin, soit en présentiel, soit en virtuel, connecté. Merci de cette invitation, on est ravis d'être ici. Donc, je suis entouré d'une grande partie de l'équipe de Vigilance, sinon les autres sont avec nous, avec le cœur, bien sûr. L'objet du topo de ce matin, c'est de vous donner quelques informations, quelques éléments de connaissance sur le dispositif Vigilance. Et puis ensuite, on a essayé de réfléchir à dans quelle mesure les conditions amenées à nous occuper de personnes âgées, c'est clairement pas le public cible le plus représenté dans le dispositif. On vous donnera quelques chiffres. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de souci. S'il y a du sabotage matériel, Exactement. on se tourne. Bon. Voilà. Alors, on va vous présenter le dispositif Vigilance. D'abord, je pensais que j'avais une diapositive de plan. Est-ce que tu peux regarder Elle aurait sauté ou voilà. Alors, peut-être c'est une erreur de conception de ma part. Donc, le propos de ce matin s'articulera en 3 parties. Moi, je vous donnerai quelques éléments autour du dispositif Vigilance dans sa globalité, parce qu'en réalité, on se rend compte que même si le label Vigilance est à peu près connu, maintenant, ça a bien diffusé dans les esprits des soignants, des psychiatres, des infirmiers, etc. En fait, il y a quelques confusions sur la manière avec laquelle ça fonctionne, donc ça nous paraissait important de commencer comme ça. Ensuite, Thomas Dubois, vigilanceur, donc infirmier, nous présentera décrire un peu l'échantillon de notre personne, de notre population de sujets âgés. Encore une fois, c'est pas la partie de fait épidémiologiquement les tentatives de suicide dont nous on s'occupe. C'est quand même essentiellement des sujets jeunes, mais c'est quand même très intéressant d'avoir des éléments de description de cette population de sujets âgés. On a dans une 3e partie, donc c'est Gisèle Siméon, vigilanceuse, qui vous parlera un peu des spécificités du métier de vigilanceur pour que vous puissiez vous faire une idée, vous représenter de comment travaille un vigilanceur et puis en quoi le vigilanceur adapte sa pratique dans la mesure où il a à suivre, à exercer une veille auprès de personnes âgées. Et puis, à la fin, c'est Ryan Grédard qui vous présentera 2 cas cliniques, 2 et demi d'ailleurs, de situations qui nous ont paru illustratives pour ce propos autour de vigilance et de sujet âgé. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Alors, le principe de vigilance, c'est vraiment bête comme chou, si j'ose dire. C'est quelque chose que les praticiens, les CMP, d'une manière générale, tous les soignants ont été amenés à faire. Et depuis qu'on s'occupe de patients, on prend soin des patients, on s'intéresse à eux, on va vers eux. Ceci dit, c'est quelque chose qui n'était pas systématisé, qui était quand même assez hétérogène. Donc, le dispositif vigilance se propose de systématiser une pratique
de veille sanitaire auprès des patients suicidants. Donc, le principe, c'est que nous rappelons, selon un algorithme que je vais vous décrire ensuite, nous rappelons les patients qui nous sont signalés par les structures les ayant pris en charge, les patients à risque de récidive, c'est-à-dire les patients sous-groupe de patients en particulier que sont les suicidants, donc pris en charge pour une tentative de suicide. Alors, au moment où on se parle, et depuis maintenant 2 mois, on travaille avec la Seine-Saint-Denis. Jusqu'ici, on était surtout sur Paris Intramuros. Et donc, le principe, c'est un système de réseau de services essentiellement d'accueil et d'urgence, de SAU, mais pas que, dans les CMP, dans les CAC et autres, en hospitalisation, dans les consultations. Et vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune exclusion. Au départ, c'est vrai que les tentatives de suicide, c'est connu pour passer beaucoup aux urgences. En fait, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de suicidants qui échappent aux urgences et qui soit échappent tout court à la prise en charge, soit simplement vont dans en cabinet, en CMP, ne sont pas référés sur un SAU. Donc, le principe, c'est que toute structure qui prend en charge un patient et en fait une tentative de suicide, en plus de ce qu'il va proposer comme prise en charge, ce qu'on appelle le compromis de sortie, le rendez-vous avec le médecin généraliste dans 3 jours, l'équipe mobile qui passe, le CMP, etc., etc. En plus de ça, on ajoute un filet de sécurité supplémentaire qui est de bénéficier des appels des vigilanceurs, donc du dispositif vigilance. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous apprécierez au passage ce beau logo qui marie les caractéristiques parisiennes et de la Seine-Saint-Denis. Vous avez là représenté l'algorithme de vigilance. Donc, en pratique, le patient est vu aux urgences ou dans n'importe quelle structure susceptible de l'accueillir. On lui donne à ce moment-là, alors c'est une information sur le dispositif, une équipe très sympathique, efficace de prévention du suicide va vous rappeler, ne vous inquiétez pas, etc. Donc là, il y a une fiche d'entrée dans le dispositif qui est à remplir. Alors, c'est vrai on va vous montrer à quoi ressemble cette fiche. C'est une fiche qui prend quand même, on va dire, entre 3 et 5 minutes. Alors, ça peut en rafraîchir certains. Il faut vraiment le faire dans l'idée que je vous montrerai quelques chiffres en vigilance. Il y a quand même des données qui montrent que ça fait baisser de manière significative la récidive suicidaire. Donc, c'est du temps en plus, mais qui peut rapporter gros sur la récidive suicidaire. Le principe, une fois que nous recevons la fiche de signalement, qui mentionne en gros un numéro de téléphone, le contexte clinique, quelques éléments autour de l'entourage du patient. Évidemment, le numéro de téléphone est primordial, un numéro de téléphone bien écrit, qu'on puisse appeler le patient. Et il y a, on va dire, deux appels au moins qui sont prévus. Il y a un appel dit précoce, qui est le premier qui est à gauche, J10, J20, qui est un appel le premier mois. Alors, ça, le timing est tenu, on y tient beaucoup parce que c'est là où le risque de récidive est le plus élevé, les premières semaines après le geste. Donc, il y a un premier appel qui est à J10, J20, et ensuite, il y a un deuxième appel pour des populations plus à risque, qui sont les récidivistes, les patients sortant de réanimation, et on le verra, ça compte beaucoup pour la population de sujets âgés dont on va parler ce matin, parce que clairement, statistiquement, en tout cas dans notre échantillon, les sujets âgés qui sont en vigilance sont des sujets qui sont significativement plus allés en réanimation que le reste de la population. Voilà. Alors, à 3 mois, il y a un deuxième appel qui est prévu. Évidemment, à chaque fois que ces 2 appels sont prévus, et s'il y a besoin cliniquement, le patient va pas bien, etc., on vous décrira un peu, il y a des appels supplémentaires. Alors, dans notre jargon, on les appelle intermédiaires, mais ce sont des appels qui viennent étoffer le reste de la prise en charge, qui viennent renforcer la prise en charge, l'accompagnement de vigilance. Alors, vigilance, c'est vraiment de la veille sanitaire, c'est pas de la prise en charge au sens propre, comme elle peut être faite dans un cabinet, dans un CMP, en hospice, etc. Mais c'est sûr que ça étoffe un peu ce qui est le dispositif d'accompagnement thérapeutique. Donc, il y a ces 2 appels. Vous avez peut-être entendu, parce que c'est une des spécificités de vigilance, quand on n'arrive pas à joindre les patients par téléphone, ça peut arriver. Ils sont occupés, ils veulent pas répondre. On envoie des cartes postales. Ça peut paraître un peu ancien, la carte postale, mais en fait ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'on réussit à récupérer le contact avec des patients quand ils répondent pas au téléphone. Il y a une carte postale par mois.
pendant 6 mois. Vigilance, c'est une veille active qui s'exerce sur 6 mois. Donc, et bon, alors ces cartes postales, elles sont, je vous montrerai, elles sont prévues pour être assez, elles sont sympas. Hein, c'est pas des photos pas super. C'est des façons calendrier de la Poste des années 80. Je dis souvent, c'est vraiment pas, c'est assez sympa. C'est plutôt, il y a bien prévu pour les très jeunes, pour les moins jeunes. C'est un message qui est semi-personnalisé à l'arrière, donc il y a quand même vraiment là encore l'intention de garder le lien. Ce sera toute la philosophie de vigilance, c'est garder le lien avec des patients fragiles à risque de récidive. Il y a un système informatique qui nous permet donc de colliger les informations et ensuite de programmer des rappels. Donc le premier point à retenir sur vigilance, c'est que ce sont essentiellement des appels programmés. On rappelle les patients. Il y a une ligne entrante aussi, diapositive suivante, dont je vous parlerai ensuite. Alors voilà la fiche dite d'entrée dans le dispositif. Je préférerais le terme d'entrée dans le dispositif plutôt que le terme d'inclusion, parce que bon, on n'est pas du tout dans une ambiance recherche, etc. Hein, la seule, d'ailleurs, je peux peut-être insister là-dessus, la seule critère, entre guillemets, pour entrer dans le dispositif de vigilance, c'est une tentative de suicide récente. Et la tentative de suicide est vraiment à entendre sous sa définition la plus large possible, c'est-à-dire tout geste avec intentionnalité suicidaire, même si le geste est interrompu à son tout début. Donc, un papa qui défonce la porte de la chambre de sa fille et qui arrive juste avant que sa fille ait pu prendre le comprimé de Persian, par exemple, qu'elle a dans un gros bol, ou alors le fils de Madame Durand, 88 ans, qui enjambe le balcon et donc son fils la retient, c'est une tentative de suicide. Donc c'est vraiment à entendre au sens le plus large possible. Voilà, cette fiche, elle peut faire un petit peu peur comme ça, en pratique, à l'usage, vraiment, quand on fait le retour de nos collègues, ils ont eu très peur au début, ils nous ont dit on ne va jamais pouvoir faire ça en plus de tout ce qu'on fait. Et en fait, si, ça se fait très bien. Dans les services d'urgence, parfois, ils ajoutent le compte-rendu de passage aux urgences, ça c'est selon les structures. Il y a un petit mot sur le consentement. Alors, évidemment, il ne s'agit pas les aspects sur les aspects réglementaires, cette vigilance, c'est pas la recherche d'un consentement éclairé, comme quand on participe à un protocole de recherche, c'est plutôt la non-opposition du patient qui est recherchée. Et donc, en général, l'expérience, les retours qu'on a, c'est que quand l'équipe de psychiatrie qui fait l'entrée dans le dispositif du patient présente de manière assertive, confiante le dispositif du genre « Monsieur, en plus de votre rendez-vous, vous allez bénéficier du service vigilance », ça passe très bien. Et puis l'accueil après, quand on appelle les patients, évidemment, est quasiment à 100% des cas très favorable. Si jamais, dans votre structure, vous êtes appelé à faire des entrées dans le dispositif, on demande quand même à être un peu informé des situations où le patient exprimerait un franc refus de participer. Ça nous permet d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène. Pour l'instant, on a très peu de retours, ou en tout cas, les retours qu'on a négatifs sont vraiment très rares. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, donc, la fiche d'inclusion précédente, elle est faxée, elle est mailée, enfin, un peu tout ce qu'on veut selon le degré d'équipement technologique de votre structure. La PHP, par exemple, ils ne connaissent pas bien le mail, ils sont encore un peu au fax. Donc, on a gardé le fax. Pour les structures plus 21e siècle, le mail marche très bien. Il y a même possibilité, selon les structures, en fonction de la souplesse des services informatiques, de pouvoir semi-automatiser l'inclusion dans le dispositif en insérant simplement la fiche d'entrée dans le vigilance, et ça marche assez bien, ça peut faire gagner un peu de temps. Alors ça, c'est la fiche d'info patient qu'on remet au patient. En pratique, les entrées sont beaucoup aux urgences. Clairement, on sait que le patient aux urgences, il va acheter tout ça en sortant, mais c'est quand même important de lui donner. Ça lui donne en quelques éléments vigilance, comment ça marche. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Vigilance, c'est quand même aussi, en plus de la grosse activité d'appel programmé, c'est quand même une ligne verte d'accueil de patients en crise. Donc, les patients entrés dans vigilance ont la possibilité de nous appeler. Alors, nous, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, pardon. Le reste du temps, on recommande d'appeler donc nos camarades qui sont reliés au service Psyline du 3114, qui sont eux ouverts 24h sur 24. Alors, au passage, l'antenne 3114 parisienne est ouverte depuis le 16 janvier et depuis la semaine dernière, elle est ouverte 7 jours sur 7. Donc, alléluia, puisqu'il aura fallu presque 2 ans et demi
de négociation. Voilà. Alors, les vigilanceurs ont donc une activité qui est programmée, organisée entre une activité programmée de rappel de patients et puis ces appels entrants totalement imprévisibles, qui sont évidemment assez rares en termes quantitatifs, mais qui peuvent être des appels assez éprouvants, on l'imagine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci infiniment. Voilà les cartes postales. Bon, alors tout ça a été étudié, c'est évidemment libre de droit, etc. C'est censé être des cartes postales qui font un peu plaisir. Bon, de temps en temps, on a des retours, ils nous renvoient la carte postale avec merci de s'inquiéter pour moi, etc. Bon, c'est une manière de garder un lien un peu original. Alors nous, on est la déclinaison parisienne du dispositif lillois, mais vous verrez que le dispositif sera bouclé pour la couverture nationale du territoire, normalement en 2023. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, je précise que dans ces cartes que je vais vous montrer, il s'agit de se réjouir de la progression du bleu marine dans les cartes vigilance. Vous avez donc 2019 au tout début, en tout cas au moment où vigilance a commencé, donc le bleu marine sont les départements équipés de vigilance. 2020, diapositive suivante, et puis le dernier recensement qu'on a, c'est celui-là. En tout cas, pour la région parisienne aujourd'hui, l'ensemble de la région est couverte depuis la fin de l'année, depuis qu'on a ouvert l'union avec la Seine-Saint-Denis. Voilà, normalement, je crois que le vœu du ministre de la Psychiatrie, c'est que ce soit fait pour la fin de l'année 2023. Souhaitons-le. Voilà. C'est en fait très hétérogène. Il y a certains endroits où il y a un vigilance pour un demi-département et le vigilance, c'est un demi-PH avec un demi-infirmier. D'autres endroits, comme par exemple à Paris, où c'est une équipe assez structurée. Ça s'est vraiment fait petit à petit. C'est pas du tout le même déploiement que le 31-14, où il y a eu un cahier des charges très précis, national, qui s'est déployé de manière très homogène. Là, c'est vraiment assez hétérogène. Alors, il y a un petit côté, du coup, comment on peut dire, familial, artisanal, qui est assez sympa. C'est une grande famille, Vigilance, donc on se retrouve assez souvent entre nous. Alors, je précise que ce qui compte pour Vigilance, c'est l'endroit où le patient est pris en charge pour sa tentative de suicide. C'est vraiment, Vigilance ne se préoccupe pas du tout de la sectorisation au sens psychiatrique du terme. Ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas pour organiser les soins, évidemment. Mais le principe, c'est qu'un patient qui habite Marseille, qui vient le samedi soir faire une soirée Gare du Nord, il va être pris en charge à la Riboisière. Et donc, la Riboisière nous l'adressera. Et nous, après, on se charge de répartir dans les départements où il y a une vigilance. S'il n'y a pas de vigilance, c'est nous qui assurons la veille sanitaire, le temps de. Bon, là, c'est quasiment maintenant beaucoup de transferts. Donc, le principe pour les soignants qui vont être amenés à faire des inclusions, des entrées dans le dispositif, c'est de ne pas du tout se préoccuper du domicile. Voilà. Il y a un peu d'agitation dans le fond de la salle. Alors, oui, merci. Diapositive suivante. Voilà, alors il y a quelques éléments un peu préliminaires d'efficacité. On attend d'autres résultats de la Maison de Lilloise qui collige un peu les datas nationales. Et en gros, plus le service d'urgence est équipé de vigilance, plus il y a recours, c'est-à-dire plus le nombre de suicidants bénéficiant de vigilance sur le nombre total de suicidants pris en charge dans ce service, plus ce rapport est élevé et plus on a la possibilité de réduire la probabilité de tentative de suicide. Donc, c'est bien ça l'ambition du dispositif. Bon, vous dire deux mots. Alors, vous voyez que clairement, on a un échantillon d'environ 2200 et quelques patients. Les sujets âgés représentent une petite partie, mais aucune surprise, puisque les suicidants, vous voyez, on a les trois quarts de notre patientèle, c'est les moins de 35 ans. Bon, c'est quand même très intéressant de voir, on a plus de 200, dans la cohorte de vigilance, on a plus de 200 patients alors âgés, on verra qu'on a réfléchi à comment on allait vous les présenter, mais je ne déplore pas le propos de nos voisins. Diapositive suivante. Bon, c'est surtout des femmes, diapositive suivante, pas de surprise. Bon, là, vous avez une petite idée du nombre des structures les plus
voilà, celles qui ont le plus adopté vigilance dans leur fonctionnement. Alors, CPOA, on n'est pas très surpris puisqu'on est lié au pôle CPOA, donc la culture de vigilance est bien, à peu près bien acquise. BICHA aussi, parce qu'il y a une préoccupation pour les conduites suicidaires. Et puis le reste, c'est un peu plus restreint. Diapositive suivante. Bon, on a quelques éléments de récidive. Parfois, on apprend qu'un patient a fait une tentative de suicide. Alors évidemment, il y a quand même des biais de déclaration. On ne sait pas s'il y a des patients dont on ne saura pas qu'ils ont récidivé, on ne saura pas non plus qu'ils sont décédés. C'est un peu des faiblesses du dispositif, c'est qu'on n'a pour travailler que ce qui nous est remonté des structures qui nous adressent les patients. Diapo suivante. Bon, alors on est à peu près autour de 100, 120, 130 entrées par mois dans le dispositif pour 2022. C'est à peu près le rythme de croisière. Alors maintenant que nous sommes mariés avec le 93, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de cette activité, évidemment. Diapo suivante. Bon, ça, c'est les appels entrants. Il faut regarder plutôt le diagramme de droite. Évidemment, la première année, il y avait assez peu d'appels entrants parce que le dispositif n'était pas très connu. Aujourd'hui, ça prend quand même pas mal de temps. Diapositive suivante. Bon, alors voilà notre équipe. C'est vrai que c'est impressionnant montré comme ça. Bon, en pratique, c'est 2 médecins pour l'ensemble du territoire, donc 75-93, un cadre, une AMA, donc une secrétaire, et puis 4,5 infirmiers répondants, donc 4,5 au sens RH, bien sûr, du terme, puisque notre moitié d'infirmières est là en entier ce matin, et puis un IPA qui est adossé à nos dispositifs et qui nous aide aussi beaucoup. Diapo suivante. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous passez à Sainte-Anne les uns les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir des recommandations particulières. On est à la CMME, ce sont des assez beaux locaux, honnêtement, institutionnellement, on a été assez bien soutenus. Et donc, si vous voulez venir voir infirmiers, médecins, psychologues, enfin, encore venir voir comment travaille l'équipe vigilance, en particulier ces entretiens téléphoniques qui vont vous être décrits ensuite, c'est vraiment très riche d'enseignements. Alors, on a beaucoup appris des soins par téléphone, voire par visio depuis le Covid, mais c'est vrai que là, l'évaluation du risque suicidaire par téléphone, c'est quand même vraiment impressionnant. Alors vraiment, en aucun cas, on a l'ambition de se substituer à un suivi, un vrai suivi au sens médical du terme, prise en charge médicale, accompagnement psychologique, etc. Mais ça complète bien ce qui est proposé. Diapo suivante. Alors, on anime bien sûr tout un réseau. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve là ce matin. On est en lien avec d'autres partenaires qui se préoccupent de suicidologie. J'ai mis là donc l'ensemble des structures de soins. On essaie de faire beaucoup de liens avec les correspondants. D'ailleurs, chaque appel vigilance donne l'occasion d'une information par courrier auprès des intervenants référents. Donc, quand vous avez un de vos patients qui a fait une tentative de suicide, qui est dans vigilance, vous allez être informé, docteur machin, votre patient a fait une tentative de suicide, il est inclus dans vigilance, nous vous tiendrons informés. Le premier appel, donc à 15 jours, a lieu et vous allez recevoir un courrier qui dit voilà, nous avons eu monsieur X, l'entretien a permis de montrer ça, ça, ça. Nous reviendrons vers vous si nous avons d'autres informations. Vous pouvez aussi nous contacter si vous le souhaitez, etc. Enfin, il y a vraiment, on veille à ce que chacun ait les bonnes infos et le dispositif le prévoit et le permet assez facilement avec le logiciel notamment. Puis on fait pas mal de formations et de prévention, mais je dirais comme souvent dans nos domaines respectifs. Diapositive suivante. Voilà. Alors, les appels de recontact, diapo suivante, s'il vous plaît. Comment ça se passe? Alors, ça vous sera présenté en détail. Globalement, vous verrez qu'il y a 2 aspects dans cette évaluation. Il y a l'évaluation du risque suicidaire et puis l'accroche aux soins. Être sûr que le patient a bien saisi ce qui lui avait été proposé en termes de soins.
pouvez passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a évidemment plusieurs niveaux d'inquiétude à ce moment-là. Diapo suivante, tout ça vous sera réexpliqué un peu plus tard. Diapo suivante. Encore. Ouais, pareil, encore. Il y a eu un petit couac dans la diapo suivante. Diapo suivante, ces diapos sont reprises après. Alors, avant de passer la parole à mon voisin, pour conclure, Vigilance, c'est pas un dispositif qui révolutionne la psychiatrie, ça n'en a jamais eu l'ambition, c'est vraiment un dispositif qui vise à aller vers le patient, maintenir le lien coûte que coûte, animer, créer du lien avec les différents intervenants autour de lui. On est très attentif à ça. Notre population est clairement plutôt très jeune, mais évidemment, il n'y a aucun critère d'exclusion d'âge, et notamment dans les âges avancés. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques particularités que nous avons repérées à la demande. Quand on nous a questionné pour faire cette intervention, on a un peu regardé, ça donnait quoi, en fait, les particularités de notre travail avec cette population que clairement, on connaît moins bien, avec laquelle on a moins l'habitude. On travaille beaucoup avec les pédopsychiatres qui demandent à ce que nous prenions de plus en plus tôt les patients. Aucune limite maximale d'âge. On peut faire entrer un patient suicidant qui est dans un EHPAD, on peut faire entrer un patient suicidant qui est dans un SSR, enfin, tout est possible. Les seules possibilités d'exclusion, je dirais, c'est évidemment quelqu'un qui ne parle pas, alors qui a une aphasie grave. Franchement, là c'est compliqué. Des troubles sensoriels majeurs, ça, ce qui n'entend pas, je pense que par téléphone, il y a beaucoup de choses de possibles, mais je pense que ça peut être un peu compliqué. Donc, ça, c'est les seules limites. Et des troubles cognitifs, alors débutants, ça ne pose aucun problème, des troubles cognitifs majeurs. Et là, en revanche, ce sera plus compliqué. Voilà. On est à disposition pour venir dans n'importe quelle structure pour présenter le dispositif. On le fait beaucoup. Le plus possible, le dispositif sera implanté, le mieux ce sera. Il se peut que d'ailleurs certains d'entre vous, sans connaître Vigilance, aient déjà reçu un courrier du dispositif disant disant que leur patient est inclus dans le dispositif. Mais voilà, j'espère que vous aurez les idées un peu plus claires à ce sujet. Voilà. Alors il y a un petit problème technique, il faut que je le comble. Alors, Vigilance n'est... Le bon diaporama qui a été ouvert. Ah d'accord, oui, il y a peut-être des questions. Très bien, merci beaucoup. C'est bien, merci. Ça, c'est vraiment un soutien. Est-ce qu'il y a des SMS aussi qui sont envoyés des patients? Alors, il y a plusieurs questions qui nous sont régulièrement posées sur ce qui pourrait compléter le téléphone. Notamment, par exemple, on nous demande si on fait des visios. Alors, il a été décidé de ne pas faire de visio parce que l'intimité qu'elle peut avoir par téléphone, la proximité pouvait être un peu mise à mal avec la visio et que donc pour le moment en tout cas on souhaitait pas ça. Pour la question qui était le SMS, pour le moment on le fait pas. Le GHU, à ma connaissance, là où on est installé, a assez peu même ce système pour ne serait-ce que pour relancer les rendez-vous, etc. Je sais que ça se fait dans d'autres institutions, l'appel fait pas mal. Pour le moment, c'est pas fait, on y réfléchit beaucoup. De toute façon, la question du courrier, le papier, etc., on sent bien qu'on est sur un système qu'il va falloir moderniser. Alors, au moment où ça a été pensé dans le cerveau du professeur Veva, qui est à l'origine du dispositif, sans doute les préoccupations environnementales étaient moindres. Tout ça devrait se moderniser un peu, compléter le téléphone. Le 3114, ce qui est plus en avance, avec de plus gros moyens, etc., réfléchit beaucoup à travailler en chat, va travailler avec du chatbot, se réfléchit même d'adjoindre à ces dispositifs téléphoniques de l'intelligence artificielle pour du comprendre. C'est absolument pas la panacée ni l'idée qu'on se fait de la psychiatrie. Il ne s'agirait pas que la psychiatrie devienne ça. C'est ça que je viens vendre tout ce matin. Il y a un truc qui est sûr, c'est que notre expérience avec le téléphone, c'est que d'abord, c'est pas une version dégradée du soin, c'est un truc complémentaire. Il y a des gens qu'on n'arriverait pas à capter en dehors du téléphone.
ça c'est sûr, notamment les suicidants qui sont quand même une population, comme on sait, surtout les primo-suicidants, très peu captifs aux soins. Donc, le lien téléphonique permet des trucs qu'on ne peut pas faire, même avec. Voilà, il y a des gens pour qui ce serait trop difficile d'aller en consultation, il y a des gens pour qui ce serait voilà, trop mobilisant, trop angoissant, etc. Là, c'est vrai qu'on débarque directement dans leur vie. Hein. Ils sont en train de faire leurs courses, ils sont dans la télé, ils sont au travail. Enfin, c'est assez particulier. Hein, donc, pourquoi pas, au final, pourquoi pas adjoindre à l'outil téléphonique, à la ligne téléphonique, je dirais, des trucs plus type SMS, etc. C'est vrai que je vous disais ça parce que moi, je me suis aperçu, je suis en équipe mobile de crise, et des jeunes patients psychotiques qui sont très angoissés par l'appel, mais par contre, ils demandent à ce qu'on leur envoie des SMS. Franchement, moi, avant la crise Covid, j'étais quand même un peu rigide à l'ancienne dans ma position sur une consultation psychiatrique, c'est face à face, etc. Et en fait, vraiment, je parle, il y a les équipes mobiles, évidemment, donc on est quand même avec le patient dans la même pièce, etc. Et en fait, il y a beaucoup de leviers possibles avec des trucs, des outils de communication un peu. J'avais pas mis le bon diaporama. Bravo. Ah là là. Au moins pour convenir d'un rendez-vous téléphonique. Parce que là, c'est un peu impossible. On l'appelle, vite au travail. Le SMS permet ça. Alors, ma collègue vigilanceuse dira vraiment son expérience, etc. Le SMS permet ça. Je pense que c'est vraiment très dépendant d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui ne supportent pas du tout l'idée d'aller dans un centre de consultation, par exemple, qui n'y ont jamais été, etc. D'autres pour qui le téléphone est très pratique, d'autres pour qui… donc, c'est sans doute à mobiliser. Après, par exemple, le téléphone et la population très jeune dont on est amené à s'occuper de plus en plus, ce sont des jeunes ados, ils ont tous un téléphone, vous le savez, etc. Mais ce n'est pas l'échange téléphonique qui leur plaît, c'est effectivement plutôt autour du SMS, du chat, etc. Donc, il va falloir qu'on s'adapte à ces différents publics. L'expérience sur nos 200 et quelques patients de sujets âgés, c'est que le coup de fil, ça a son sens. Ça a vraiment… Le fixe, c'est quand même un truc qui existe encore, enfin, dans leur esprit, hein, clairement. C'est un vrai lien. Ils ont connu sans doute avant. Et puis, voilà. Donc, oui, il y a une sans doute à adapter l'outil et surtout à partir sans trop d'a priori. Moi, je n'aurais jamais pensé faire des consultations téléphoniques avant le Covid. Vraiment, enfin, on le faisait. J'avais un patient, je sais pas, Erasmus qui partait, mais c'était une minorité. C'était vraiment le truc où je me disais, je préfère éviter, etc. Alors aujourd'hui, j'ai pas généralisé la consulte téléphonique. Je pense vraiment qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire dans un échange téléphonique par rapport à une consulte, je dirais, classique. Mais clairement, ça m'a ouvert des perspectives. Voilà. Alors, l'hôpital n'est pas très équipé en visio pour les consultations, donc c'est vrai que ça m'a évité trop de me poser la question si je faisais mes consultes. Je ne parle pas des appels vigilance, hein, mais des consultations de suivi. Je ne me sers pas de la vidéo, mais bon, voilà. Pour le moment, vigilance, en tout cas, c'est le téléphone et on réfléchit à d'autres outils pour augmenter l'approche, le dispositif. Bon, c'est moi qui ai saboté votre présentation, Thomas. Tout va bien. Je suis dans des solutions. Pardon. Merci de votre attention, en tout cas. Je laisse la parole à Thomas Dubois, vigilanceur. À présent, nous allons vous parler de quelques chiffres sur le suicide de la personne âgée. Diapo suivante. Ça marche. Il faut savoir que pour ces quelques chiffres, on s'est concentré sur la population qui a plus de 60 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là que l'OMS et l'INSEE définissent les personnes comme étant plus âgées, même si cet âge ne fait pas consensus et que les Français estiment qu'on est plutôt une personne âgée à partir de 69 ans. On s'est concentré aussi sur les personnes qui ont plus de 75 ans, évidemment, cette tranche d'âge également.
Je vais passer à la diapo suivante. Alors, bon, ça c'est quelques chiffres que vous connaissez sans doute déjà. Il faut juste savoir que les personnes âgées représentent plus de 20%, environ 20% de la population française, que cette tranche d'âge est en constante augmentation et qu'elle est essentiellement féminine. Et plus on avance en âge, plus les femmes sont représentées chez les personnes âgées. En France, 9000 personnes décèdent par suicide par an. Et il faut savoir que 3000 décès dans ces 9000 personnes sont des personnes âgées. Donc, les personnes âgées sont très représentées dans les décès, le nombre de décès annuels. Il faut savoir que le taux de décès par suicide en France est l'un des plus élevés d'Europe, avec 14 pour 100 000 pour la population générale. Et quand on se concentre sur la tranche d'âge de plus de 75 ans, ce chiffre double et passe à 30 pour 100 000 personnes. On observe aussi également cette augmentation avec le ratio suicide par rapport au nombre de TS. Par exemple, chez les moins de 25 ans, on a 200 TS pour un suicide abouti, tandis que chez les plus de 75 ans, on a 4 TS pour un suicide abouti. Le geste entraîne chez la personne âgée plus souvent le décès, le geste suicidaire. Autre information importante à avoir en tête, ici, vous avez le taux de suicide par sexe et par âge. La courbe verte représente la population générale. En rose, la population féminine, donc le taux de suicide par âge. Et en bleu noir un peu sur cette courbe-là, c'est les personnes masculines qui font des suicides. Donc, on observe que quand la courbe est assez linéaire, entre 65 et plus jusqu'à 95 ans, autour de 10 pour 100 000 personnes. Cette courbe monte considérablement pour les personnes âgées masculines. Elle est à peu près à 30 pour 100 000 pour les personnes de 65 ans. À 75 ans, ce chiffre passe à 50 pour 100 000 hommes. Et à 85 ans environ, ce chiffre augmente jusqu'à 80 décès par suicide pour 100 000 hommes âgés. Donc, les hommes sont surreprésentés dans les personnes qui se suicident chez les personnes âgées. Les chiffres dans vigilance sont assez modestes. On a à peu près 9% de notre population de patients qui sont des personnes âgées qui ont plus de 60 ans. Donc, sur les 2270 patients, on en a 198 qui ont plus de 60 ans. Si on regarde les tranches d'âge de cette population, les 60-75 ans représentent les 3/4 et on a un quart, donc à peu près 50 patients qui ont plus de 75 ans dans notre dispositif. On a testé plusieurs indicateurs sur cette tranche d'âge, sur les plus de 60 ans. Et il y a 2 données significatives qui sont ressorties. On a une troisième observation qu'on va vous partager. Et la première donnée significative, c'est la proportion hommes-femmes qui se modifie avec l'âge. Chez les moins de 60 ans, les femmes représentent 71%. Et chez les plus de 60 ans, les femmes, le taux de femmes, le ratio diminue à 60%. Et les hommes sont plus présents donc, chez les personnes âgées, comme on l'a vu précédemment, c'est assez lié avec les autres chiffres. Donc, dans le dispositif, on a plus d'hommes chez les plus de 60 ans. Là, c'est un petit rappel sur les modalités de suicide dans la population générale. En premier lieu, il y a les pendaisons. Après, on a les armes à feu qui sont le moyen le plus utilisé par les hommes et les intoxications le plus souvent médicamenteuses, qui est le moyen le plus utilisé par les femmes. Bon, les hommes sont très présents également dans les pendaisons en premier lieu. C'est un petit rappel, sans doute que vous connaissez déjà. Lister pour les personnes âgées toutes les modalités de TF dans notre dispositif. Et ce qu'on a pu observer,
c'est qu'il y a une détermination plus forte chez les personnes âgées parce qu'on a des doubles modalités. C'est des choses qu'on retrouve moins chez la population plus jeune de notre dispositif. L'autre point significatif, après avoir testé les indicateurs, c'est qu'il y a plus de passages en réanimation pour cette population de plus de 60 ans. Et c'est très significatif. On passe de 19% pour les moins de 60 ans à 28% pour les plus de 60 ans. Ce qui est sans doute dû à la gravité des modalités, entre autres, du moyen de tentative de suicide utilisé par les personnes âgées. Enfin, donc à retenir, notre dispositif ne comporte qu'assez peu de personnes âgées. 9% des entrées dans le dispositif ont plus de 60 ans. On peut se demander pourquoi ce chiffre. Donc, on peut émettre plusieurs hypothèses, peut-être parce que, dans un premier temps, le geste suicidaire est réalisé de façon plus déterminée. Donc, on a moins de patients de cette tranche d'âge, mais il y a aussi peut-être d'autres biais qui sont à explorer. Peut-être qu'on pense moins à inclure, à nous adresser les patients plus âgés à la sortie des services de réanimation. Ils passent plus en réanimation. Peut-être qu'il faut qu'on renforce notre collaboration avec les équipes de liaison de psychiatrie. Peut-être que le dispositif, on ne pense pas assez au dispositif pour les personnes âgées. Peut-être que le téléphone est trop limitant pour certaines personnes qui ont des troubles cognitifs ou des problèmes auditifs. Peut-être que la spécificité de l'Île-de-France fait qu'une démographie un petit peu plus jeune aussi, on peut aussi penser à cette hypothèse. À présent, je vais passer la parole à ma collègue Gisèle, qui va vous présenter le cœur de notre métier. Je vais parler de notre métier de vigilanceur. Donc, on s'inscrit bien dans la continuité des soins. On est là pour apporter un soutien supplémentaire et non pour, comme l'a dit le Dr Lyon, pour se substituer au suivi classique. Donc, nous avons deux sortes d'appels, comme vous l'avez précédemment dit, donc des appels sortants, c'est-à-dire qu'ils sont programmés à l'INIS, puis des intermédiaires et à 3 mois selon, et des appels entrants, c'est-à-dire quand les personnes sont en crise, eux-mêmes ou l'entourage peuvent nous solliciter. Donc ça, c'est pour reprendre en gros, donc AZIDIS, qu'on appelle voilà. L'idée, c'est d'évaluer l'évolution de la crise. Si la personne va bien ou a repris contact, on est en bonne voie, on lui demande si elle souhaite être appelée ou pas. Et si elle dit non, je vous appellerai à ce moment-là, on convient de ne pas programmer l'appel et eux peuvent nous solliciter par contre. Si la personne est plus en difficulté, peut-être plus réticente, n'a pas pris contact avec le CNP ou n'a pas encore été reçue, on peut, ou présente encore des fragilités, des points de vulnérabilité, on va d'ailleurs proposer de reprogrammer un appel en fonction d'un date, 10 jours après, 8 jours après, 3 jours après, voire quelques heures après. Si la n'est présente beaucoup de risques suicidaires, on va essayer de l'accompagner, enfin de l'aider à aller vers des soins, aux urgences, se faire accompagner si possible, ou si besoin, on peut appeler les secours. Donc, on vous a parlé des appels intermédiaires, donc ils sont au cas par cas. Et donc, ils sont par contre systématiques pour les jeunes, pour les personnes pour lesquelles on sent qu'il y a besoin d'un détaillage supplémentaire, et notamment, de plus en plus, le temps que la personne puisse revoir son psychiatre, aller au CNP, et les délais, effectivement, étant de plus en plus longs.
pour être reçu au CNP. Et donc, au 3e mois, on va rappeler systématiquement tous les patients qui ont récidivé. Les patients qui ont bénéficié de plus de 3 appels intermédiaires, c'est-à-dire qui présentaient les éléments de vulnérabilité pendant les appels, et les patients qui sont passés par la réanimation, c'est-à-dire qui ont fait des PS plus graves. Alors, le rôle des vigilanceurs, c'est d'aller vers. C'est une spécificité quand même de notre dispositif, ce qui n'explique pas que d'autres le fassent, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Nous, vraiment, notre spécificité, c'est d'aller vers les gens qui, à un moment donné, se sont sentis mal, on fait un geste suicidaire, donc avec une rupture des liens. On est quand même dans cette problématique avec les patients suicidaires. Donc voilà, on essaye de retisser quelque chose pour qu'ils se sentent, pour qu'ils aillent mieux, quoi. Et on le crée, mais aussi on va essayer de maintenir, qu'ils sentent bien que c'est un lien, on sera là s'ils ont besoin. Voilà. C'est une évaluation qui est centrée sur l'évolution de la crise, et puis donc le dispositif étant fait justement pour éviter la réitération, et aussi évaluer les facteurs de risque de réitération. C'est une ressource supplémentaire pour le patient lui-même, mais aussi pour l'entourage. Hein. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait un travail de réseau, aller rencontrer les différents partenaires, SAU, CMP, enfin, EHPAD ou autre. La spécificité de l'entretien téléphonique, voilà, c'est vrai qu'on pouvait poser la question voilà, mais c'est quoi un entretien téléphonique? Voilà, est-ce que c'est un travail au rabais? Nous, on pense que par l'usage, hein, et je pense qu'au moment de la crise sanitaire, enfin, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est de me rendre compte qu'on pouvait faire des choses très intéressantes avec des patients qu'on n'arrivait même pas à les visiter, puisqu'à l'époque, je travaillais dans une équipe mobile, et il y avait des choses qui se sont passées justement grâce au téléphone. Donc, la spécificité, c'est que c'est un entretien médiatisé, c'est-à-dire qui utilise le média, donc le téléphone. En tant que soignant, on sait que l'utilisation d'un média permet une rencontre parfois plus facile avec des patients, notamment grâce à la création d'un espace intermédiaire. C'est un espace protégé, c'est-à-dire que le patient, lui, est plus à distance, il n'est pas dans un face-à-face. Donc ça, c'est quelque chose qui peut le protéger. Néanmoins, peut-être paradoxalement, il est dans une plus grande proximité puisqu'il parle au téléphone, mais il nous parle directement à l'oreille. Et je pense que voilà, il y a des choses qui se disent, qu'on peut dire par téléphone plus facilement qu'en face-à-face. Et qui va donc favoriser l'expression verbale, parce qu'il ne va pas pouvoir faire des mimiques ou autre. Et là, en l'occurrence, nous, on va se concentrer sur ce que la personne dit, qui est très intéressant aussi. Et donc, il y a aussi la disponibilité, ça c'est pour les gens qui utilisent le dispositif aussi en cas de difficulté. Les particularités du lien téléphonique, donc avec une personne âgée, alors avec tous les patients bien sûr, mais encore plus avec les personnes âgées, il faut s'adapter. Alors, on va penser à les appeler voilà, en dehors des repas. On va se dire là, bon, tel âge, peut-être qu'il y a des soins, si on a quelques notions, voilà, qu'ils ont une auxiliaire de vie qui vient, telle heure, après, bon, il y aura la sieste. Donc, on essaye de les appeler à différents horaires, parce que c'est ça un peu, essayer de contacter la personne, mais voilà, en tenant compte du rythme d'une personne plus âgée. Après, tout dépend de ce qu'on dit de l'âge. Hein. Le rythme aussi, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps. Moi, je sais que je me suis fait, tout au début, je travaillais, j'avais laissé un message, et comme c'est des messages un peu, c'est des vigilances, vous pouvez nous rappeler un, je l'avais un peu vu, parce que de manière un peu automatique, et quand la personne m'a rappelé, elle m'a dit, oh là là, mais vous parlez bien vite. Je me suis dit, oh, il faut s'adapter. Ne pas s'impatienter si la personne, voilà, déjà aussi insister, hein, quand on appelle,
pas une réponse tout de suite. Peut-être qu'il faut avoir le temps d'aller au téléphone, on laisse des messages. Les personnes plus âgées écoutent les messages, ce qui est moins vrai pour les plus jeunes. On adapte aussi donc notre façon de parler, c'est-à-dire qu'on va parler bien sûr plus fort parce qu'il y a quand même un risque de diminution de l'audition, mais on va aussi parler beaucoup plus lentement et plus distinctement. On va essayer de parler avec des mots plus simples, enfin on va pas essayer de s'adapter aussi à les difficultés cognitives qu'ils pourraient avoir. Donc on reste très respectueux à la fois de ce qui leur est arrivé, de leurs difficultés, et ne pas minimiser non plus les plaintes somatiques. Dire, bah non, on ne s'occupe que du psychique. Les plaintes somatiques et les douleurs sont souvent quand même des signes de dépression chez une personne âgée qui ne va pas verbaliser des affects, mais plutôt des plaintes. On va aussi les encourager à nous solliciter, à maintenir le lien avec les CMP, le psychiatre, les différents dispositifs en place. Et si c'est un appel entrant, c'est-à-dire que la personne nous appelle, il faut rester calme, pas paniquer. Eux-mêmes peuvent nous appeler parce que justement, il y a des idées suicidaires qui reviennent. Ils ne savent pas du tout vers quoi ça va les conduire. Il faut savoir qu'il y a dans le moment du passage à l'acte quelque chose qui échappe quand même à la personne. Et ça, ils en gardent une trace et ça peut leur faire peur d'avoir à nouveau des idées suicidaires qui reviennent et que se réitérer, quoi. Le déroulement des entretiens, le temps, c'est d'expliquer donc le but de notre appel. On redit, voilà, pourquoi on sert, pourquoi on les appelle, ce qu'on peut leur apporter. On va évaluer, donc on leur demande comment ils vont, on va essayer de repérer comment évolue la crise suicidaire, les risques de réitération, de vulnérabilité persistant et les facteurs protecteurs, l'évaluation de l'adhésion aux soins et voilà, on va les aider parfois, on va les aider aussi à trouver des solutions pour aller mieux, avoir leur repère aussi que quand les idées suicidaires reviennent, que ce soit pas forcément en panique et qui pourrait faire du neige et effectivement une catastrophe. L'idée, c'est de peut-être essayer de repérer. Est-ce que c'est quand vous êtes fatigué à ce moment-là, dites-vous, peut-être vous allez vous reposer et puis demain, ça ira mieux. Parfois, il faut redire aux personnes, mais ça va aller mieux après. Il faut leur rappeler parce que quelqu'un qui est mal n'arrive pas forcément à penser qu'il va s'en sortir à un moment donné. Et puis, parfois, on a aussi à prendre des décisions quand il y a un degré d'urgence où il faut appeler des secours, ou appeler l'entourage ou appeler des secours. Voilà, suivant. Caprice, voilà. Les facteurs de risque spécifiques pour les personnes âgées, c'est-à-dire que voilà, à un certain âge, on va dire, il y aura peut-être plus ces difficultés qui vont être des éléments de vulnérabilité. Donc, on a parlé de pathologies psychiatriques et en premier, comme on l'a dit, la dépression, sachant que chez les personnes suicidées, en fait, quand on regarde les dossiers a posteriori, il y avait 90% des personnes qui présentaient un trouble dépressif. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbalisation d'affect, peu de verbalisation d'affect dépressif chez les personnes âgées, mais surtout des plaintes somatiques, ou alors des consommations d'alcool, ou alors ils vont des pertes d'appétit. Ça, ce sont des signes quand même qui peuvent faire penser que la personne âgée est en train de déprimer. Un autre facteur de vulnérabilité plus spécifique, c'est les maladies somatiques avec toutes les pathologies chroniques ou alors les maladies graves, les récidives de cancer, repartir sur un traitement qui sont quand même des traitements lourds, c'est compliqué. Il y a des douleurs, des handicaps avec des fragilisations. Il y a des pertes aussi de l'ouïe, de la vue. C'est quand même des moments, des choses qui sont très difficiles auxquelles il faut s'adapter quand on vieillit. Il y a aussi tout ce qui est perte, rupture, les deuils, surtout quand on est âgé, ça va être le décès du conjoint avec lequel on est depuis 20, 30, 40 ans
En tout cas, c'est une perte qui en même, on se retrouve tout seul à la maison. Il y a aussi les décès d'enfants. Plus on vit, plus on a le risque de voir aussi disparaître nos enfants. Et ça peut être très compliqué. Bon, il y a, puisqu'on dit 60 ans, maintenant, ça va être 65. Le départ à la retraite. La précarité financière pour le départ à la retraite, donc avec les pertes du statut social, la perte des contacts sociaux avec les collègues, qui n'est pas rien. Il peut y avoir des conflits familiaux aussi qui sont difficiles à vivre pour les personnes âgées. Et puis le placement dans des institutions, c'est quand même, il y a une grande fragilisation à ce moment-là, une perte d'autonomie. Il y a aussi des troubles cognitifs. Il a été montré que dans les 6 premiers mois de confirmation d'une dégénérescence cérébrale cognitive chez une personne âgée peut entraîner un risque suicidaire majoré, notamment si c'est un problème au niveau frontal où il y a une inhibition possible. Et d'autres études montrent aussi qu'en vieillissant, il y a une altération de l'inhibition cognitive. Alors, je vous explique en 2 mots, c'est quand il y a des idées suicidaires, il y a une diminution des capacités à les empêcher de venir. Voilà. Il y a aussi la vision sociale de l'âge, avec notamment ce qu'on appelle l'agisme, qui est quand on vieillit. Et puis parfois des maltraitances que peuvent subir les personnes âgées, notamment. Voilà. Il y a l'isolement et l'accès aux moyens létaux. Il faut bien sûr aussi évaluer les facteurs protecteurs, donc l'adhésion aux soins, le suivi du compromis de sortie, c'est-à-dire, voilà, rendez-vous avancé, c'est-à-dire le SAMU reçoit, va appeler le médecin, le psychiatre qui va recevoir plus tôt, aussi, ou les psychologues, enfin, et aussi, on évalue aussi si les personnes âgées, voilà, il y a eu une instauration dépressive, passage à l'acte, on repère une dépression, introduction d'un traitement, on va voir, on va essayer d'évaluer aussi si elle prend bien son traitement, comme cela a été indiqué, sa capacité à critiquer son geste suicidaire aussi, le soutien familial, amical, l'acceptation des aides. Et voilà, on peut mettre toutes les conditions possibles et imaginables si la personne âgée, pour elle, c'est juste dérangeant ou ça apporte encore une difficulté supplémentaire, ça, c'est pas bon, il va falloir réadapter. Les capacités individuelles à faire face à l'adversité, y compris l'adversité qui est l'âge, la spiritualité, et aussi les capacités à solliciter de l'aide, l'entourage, les professionnels, et y compris à nous appeler 3114 ou le terrain. Donc là, c'était les appels classiques. Là, les appels entrants de crise, où on va se mettre quand même dans une disposition un peu différente. On va très vite se centrer sur on va pas demander qu'est-ce que vous avez fait ces jours derniers qui fait que vous allez plus mal. Non, on se centre sur l'évaluation de la crise, du risque, de l'urgence et de la dangerosité. Si la personne nous dit mais j'ai à nouveau des idées suicidaires qui viennent, c'est une chose. Si elle nous dit là je suis sur mon balcon et franchement j'ai envie de passer par au-dessus de la balustrade, là c'est une urgence. Voilà. Donc on va essayer dans un premier temps en fonction de désamorcer la crise, d'accompagner vers les soins si besoin, mobiliser l'entourage, parce que on ne va pas dire écoutez, là aussi vous avez des idées suicidaires, allez aux urgences, on raccroche, et au revoir, ça devient une pour un. Nous, on essaye que la personne soit accompagnée. C'est des choses qu'on peut faire aussi, d'accompagner les gens par téléphone, et l'envoi de secours quand cela est nécessaire. C'est illustrer un peu l'appel de crise, personne, la personne elle-même, les personnes, l'entourage, et la façon de gérer une crise. Suivante. Et donc, comme on nous a dit, à 6 mois, il y aura un courrier annonçant la fin de veille, précision, active,
Mais dès l'instant où la personne a un autre numéro, qu'elle a été incluse dans le dispositif pour faire court, hein, disons comme ça, elle peut nous appeler, on prend le dossier, voilà. Si c'est plus facile pour elle de nous appeler nous parce que elle a déjà eu des échanges et que ça lui convenait, plutôt d'appeler un nouveau numéro où elle sera écoutée par des personnes qu'elle ne connaît pas, ou parfois on va le faire. Voilà. Il est disponible aussi. Voilà. Donc, oui, juste, j'ai oublié tout à l'heure de passer une question. Docteur Léon, il y a une question sur la spécificité du passage en réanimation. Quelle est la question? C'est ça, parce que je crois que tu as pu dire qu'il y avait une spécificité du passage en réanimation, mais c'était une demande de spécimen. Alors, Je suis désolée pour ce retard. non, mais pas du tout. Alors, peut-être une réponse un peu large. D'abord, on sait dans l'épidémiologie des tentatives de suicide. Dans notamment leur gravité. Une manière d'évaluer la gravité d'une TS, c'est si elle est passée en réanimation ou non. Quand on fait de la psychiatrie de liaison, par exemple, on en a un peu tous fait, je pense ici, quand on va en réanimation, on sait bien qu'on ne va pas évaluer la même situation, la même situation clinique, la même gravité somatique, la même donc intentionnalité quand on va en réa. Alors, ça peut être qu'on a mal supporté une petite ingestion médicamenteuse, ça c'est possible. C'est quand même souvent en proportion de la gravité du geste et donc de l'intentionnalité suicidaire, très clairement. Alors, dans la littérature scientifique, on distingue les tentatives de suicide sévères, alors sévères au sens grave, et c'est celles qui passent en réanimation et clairement sont celles qui sont associées à un plus grand risque de récidive et d'aboutissement du geste. Donc, forcément, le passage en réanimation indique un niveau d'attention supplémentaire auprès du psychiatre qui va prendre en charge et évaluer le dossier. C'est quand même forcément toujours un critère de gravité supplémentaire et donc un risque des patients plus à risque. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Peut-être juste une remarque. Je ne sais pas qui avait dit ça, on se posait la question sur pourquoi les personnes n'entraient pas dans le dispositif de vigilance. Il y en a beaucoup, parce que moi, je suis psychiatre sur une unité mobile personnes âgées, on en voit beaucoup, plus de 75 ans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans la filière gériatrique, qui nous sont signalés spécifiquement aux unités mobiles de gerontopsychiatrie, mais qui peut-être pas, en tout cas, les gériatres n'ont pas en tête, je pense, la vigilance, et il y a peut-être un travail de collaboration, voilà, mettre en place. Avec la psychiatrie liaison, oui, mais aussi, je pense, avec les services de gériatrie. Mais on est preneur de tout contact. Donc, si vous pouvez nous mettre en lien avec des équipes gériatriques qui seraient susceptibles de faire le lien. Moi, je crois quand même que, évidemment, il ne faut pas imaginer que ce soit que les psychiatres qui font des entrées dans vigilance, qu'on peut gagner et donc on peut confier ça aussi aux gériatres. En tout cas, les sensibiliser à la question d'un filet supplémentaire de sécurité. Après, d'une structure à l'autre, c'est tellement organisé de manière différente qu'il est difficile de se faire une idée de quelle doit être la procédure pour qui fait l'entrée dans le dispositif, qui organise les choses. D'une manière générale, l'impression qu'on a, c'est que quand c'est les psychiatres ou les équipes de psychiatrie qui font, c'est plutôt mieux fait, mieux bordé, et notamment que vigilance ne soit pas compris comme un suivi. Les quelques fois où ce sont des non-psychiatres ou non-soignants psychiatriques qui ont fait des inclusions, on s'est retrouvé avec les somaticiens qui s'étaient un peu acheté une bonne conduite en disant j'ai fait bénéficier de quelque chose à mon patient, tac, il peut sortir. Et là, évidemment, c'est un peu casse-gueule. Mais si les choses sont bien articulées, je pense que dans certaines structures où le lien entre psychiatre et gériatre est bien fait, petit à petit, il peut y avoir un glissement, une délégation, entre guillemets, pour être au plus près du patient par les gériatres. Voilà. Et une autre remarque, sur le 94, il y a bien un réseau de vigilance. Alors, moi, ça fait absolument quelques années que je suis 94, et il y a peu de liens avec vigilance finalement. Vigilance a eu un destin funeste.
Donc, il est maintenant intégré. En fait, il y a un vigilance qui est de Tremlin-Bicêtre et qui, en fait, voit fusionner le 94 et le 92. Donc, c'est dans le service du professeur Coruble au KB, avec une convention avec Paul Guéraud, qui assure la prise en charge des signalements de patients ayant fait une tentative de suicide à la vigilance pour les deux départements 94 et 92. Ok. Parce qu'on voit beaucoup enfin même sur le CMP, moi j'ai jamais entendu de patients intégrés en vigilance. Alors, c'est un problème. C'est effectivement un problème. Autant on a vraiment la coordination avec les urgences de Mondor qui nous les envoie tout de suite, on les voit dans les 24 heures, 48 heures, mais il n'y en a aucun qui fait Mais ça demande du temps pour que voilà, les partenaires connaissent, il faut les rencontrer, voilà, c'est peut-être que ça ne fait pas longtemps. Et que ça fait 1 an. Et clairement, ils sont sur des départements très sinistrés, très grands. On n'est peut-être pas le service prioritaire aussi. Ouais, oui, enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment lié à la jeunesse, je dis la raison, la jeunesse du dispositif. C'est vrai qu'à Paris, on a quand même beaucoup de chance d'avoir une forme d'unité de lieu, d'homogénéité. C'est soit la FE, soit le GHU, donc finalement, c'est un peu plus simple. Sur le 93, on est en train de découvrir une réalité un peu plus contrastée, on va dire. Mais oui, je pense que c'est ça l'explication. Mais vraiment, enfin, je pense la diapositive que Thomas Dubois a présentée là sur pourquoi ces chiffres? Alors bon, c'est des chiffres aussi qui sont finalement c'est un très petit effectif, donc l'échantillon ils sont petits, ça fait pas très longtemps, mais clairement, c'est des questions qu'on a souvent avec les gérontopsychiatres, les psychiatres de la personne âgée. L'accès aux soins et l'accès aux dispositifs un peu innovants, ils sont pas du tout optimales pour la personne âgée. Voilà. C'est-à-dire le téléphone? Non, je pense l'accès que les personnes les prenant en charge dans une structure de soins pensent à vigilance pour une personne âgée. Comme ça, spontanément, j'ai envie de dire que c'est pas ça qui est pensé dans la tête du psychiatre de liaison, par exemple, qui va voir une personne âgée, il va penser au retour à domicile, il va se dire faut articuler tel truc. Et il y a plus de choses à mettre en place sans doute pour le retour à domicile, l'organiser la sortie d'une personne âgée. L'impression comme ça que j'aurais, mais qui est peut-être totalement fausse, c'est que vigilance vient pas d'abord et que vigilance, on pense suicidant, population jeune, impulsive, etc. Moins sans doute aux personnes âgées, mais peut-être c'est une idée fausse, je ne sais pas. Puis, je ne suis pas sûre, voilà, c'est pas à sens unique, c'était pas, si vous voulez rencontrer l'équipe de vigilance, je pense que ça se fait. Hein. Oui, bien sûr. Maintenant, vous connaissez l'existence. Alors, à présent, moi, je vais vous présenter quelques cas cliniques. Donc, on en a choisi 2 parmi les 198 patients qu'on a qui sont entrés dans le dispositif. Donc, je vais commencer par vous présenter donc Monsieur A, qui a fait en fait une tentative de suicide par IMV au mois de septembre 2022, voilà. Suite à cette tentative de suicide, il a fait un passage en réanimation de 2 jours. Et suite à cela, il a été orienté sur une unité d'hospitalisation en psychiatrie, où il est resté 17 jours. Donc, Monsieur A, en fait, donc il vit chez lui, il vit avec son épouse qui est atteinte d'une maladie de Parkinson assez avancée. Et donc, en fait, il est aidant familial auprès de son épouse et il a un fils qui est assez présent à ses côtés aussi afin de l'aider pour la prise en charge de son épouse. Voilà. Et il a un médecin généraliste avec qui il a une très bonne accroche et qu'il arrive à rencontrer relativement souvent. On imagine aussi qu'il puisse être suivi pour son hypertension, son diabète et sa kaliémie par son médecin traitant. Voilà. Dans les antécédents qu'on a retrouvés chez Monsieur A, il y avait déjà eu une tentative de suicide il y a 40 ans, suite à une rupture amoureuse qui n'avait pas été médicalisée à ce moment-là, et donc qui était complètement passée voilà, sous couvert. Et donc, bon, voilà. Donc, nous, on s'est intéressé donc, à ce monsieur parce qu'on a reçu la fiche d'inclusion pour l'entrée dans le dispositif vigilance à la sortie
à l'issue du passage en réanimation de 2 jours, en fait. Donc, c'est le réanimateur qui nous a envoyé une fiche pour nous signaler que ce monsieur avait fait une tentative de suicide. Et donc on a reçu la fiche à ce moment-là. Et donc, on s'est mis en lien avec le service d'hospitalisation de psychiatrie qui nous a ensuite donné le compromis de sortie pour ce monsieur. Donc, il avait été décidé qu'à ce moment-là, il allait mieux à l'issue des 17 jours d'hospitalisation. Donc, un retour à domicile avait été prévu pour lui. Ils avaient pris en fait l'initiative de lui donner un rendez-vous sur le CMP, il me semble 6 jours après, à peu près. Pour qu'ils puissent rencontrer en fait les infirmières du CMP, pour qu'il y ait une première accroche en fait avec eux et qu'ils puissent voilà, tout simplement faire connaissance, quoi. On lui avait aussi donné les coordonnées donc des associations de familles aidants. Voilà. On lui avait proposé aussi donc de renforcer les aides à domicile, type les passages de l'infirmière, les auxiliaires aussi. Pour qu'ils puissent un petit peu partager la charge aussi en ce qui concerne sa femme, de pouvoir voilà, un petit peu répartir les charges sur les différents personnels. Voilà, et puis bon, il était ressorti avec bien sûr sa prescription médicale avec ses traitements habituels et donc l'inclusion dans la fiche, enfin dans le dossier vigilance. Alors, je veux bien que vous passiez la slide suivante. Donc là, je vais vous décrire un peu le travail de vigilance au moment où nous, on commence à faire rentrer le patient dans le dispositif. Donc, on reçoit la fiche d'inclusion à la sortie de la réanimation. Et donc, à ce moment-là, on prévient le patient qu'il y a eu un signalement qui a été fait. On l'a fait rentrer dans notre dispositif. Donc, on envoie un courrier signalant au patient qu'il est entrer dans notre dispositif avec une carte ressource où il y a le numéro de téléphone, on l'a vu précédemment dans les slides du docteur, où en fait il y a le numéro de téléphone et on l'informe qu'on va le rappeler dans les 10 jours qui vont suivre. Donc, on informe aussi le médecin généraliste avec qui il a une bonne accroche et le CMP qui va bientôt rencontrer ce patient et donc pour les prévenir que nous, on est là aussi pour faire le lien entre le moment où lui va sortir et où il va rencontrer les infirmières du CMP. Voilà, donc concrètement, donc, nous on passe l'appel, donc on passe l'appel du J10 où en fait on va tenter de l'appeler à 2 reprises et où on n'arrive pas à l'avoir, il n'est pas décroché. Donc on laisse 2 messages, on le prévient que c'est vigilance, que bon, on est là pour prendre de ses nouvelles depuis la sortie. Voilà, bon. Et puis, on le prévient qu'on va le rappeler et que s'il tombe sur nos messages, il a aussi la possibilité de nous appeler pour qu'on puisse faire un entretien téléphonique, voilà, ensemble. Finalement, au 3e appel, le patient décroche et donc il nous informe un petit peu que ça va bien depuis la sortie de son hospitalisation. Donc, on essaye d'évaluer un risque de récidive suicidaire à ce moment-là, et a priori, il n'y en avait pas ce jour-là. Donc voilà, par contre, ce qui nous retient un petit peu notre attention, c'est qu'il nous dit que sa femme va moins bien et qu'il est un petit peu inquiet pour son devenir, malgré le renforcement des aides. Bon, voilà. Il nous prévient aussi qu'il a été faire son premier rendez-vous avec l'infirmière du CMP, que ça s'est plutôt bien passé. Bon, voilà. Son fils est mobilisé autour d'eux, voilà. Et donc, à ce moment-là, au moment où on l'appelle, nous, on lui recommande aussi de peut-être prendre contact avec la M2A. Voilà, pour avoir des aides supplémentaires, des conseils supplémentaires aussi. Voilà. Et donc, on décide ensemble, au vu de quand même des difficultés qu'il rencontre avec sa femme, de prévoir un appel intermédiaire, parce qu'on se dit quand même que ça ne doit pas être facile au quotidien et que c'est peut-être un patient qui aura besoin d'un soutien supplémentaire. Voilà. Donc, on prévoit de le rappeler une dizaine de jours après. Et à ce moment-là, on envoie en fait le compte-rendu de l'appel téléphonique qu'on vient d'avoir avec lui au médecin traitant et au CMP, afin de les tenir un peu informés de ce qui se passe et de comment nous, on évalue le patient au moment T, en fait.
Voilà. Donc, l'appel intermédiaire, 10 jours après, on essaye de l'appeler à 2 reprises aussi, on laisse des messages. Malheureusement, le patient ne répond pas. Et donc, à ce moment-là, on se dit, bon, quand même, on avait l'impression qu'il y avait quand même une petite fragilité qui persistait. Et on prend la décision, à ce moment-là, de mobiliser l'entourage, et notamment son fils. Voilà, en sachant qu'on avait déjà notion qu'il était assez présent auprès de ses parents. Donc, on appelle son fils, et là, son fils décroche. Et donc, lui, il nous donne des nouvelles de son père en nous disant que ça se passe plutôt pas mal et qu'ils ont contacté la M2A, donc les associations qu'on leur avait recommandées. Je veux bien laisser la suite. Voilà. Donc, suite à cet appel avec le fils, on se dit, bon, bah, c'est plutôt positif, voilà, le patient est entouré, il y a des choses qui se sont mises en place autour de lui, donc bon, les choses suivent leur cours. Et puis, en fait, eh bien, comme c'est un patient qui est passé en réanimation, il y a un appel systématisé à 3 mois qui est fait de par en fait, le fait qu'il soit passé en réanimation. Donc, à ce moment-là, on prend l'initiative de le rappeler pour refaire le point ensemble et savoir un peu comment se passe le quotidien, en fait, depuis le dernier appel. Et donc, le patient nous dit qu'il a un meilleur moral, par contre, qu'il a loupé son rendez-vous avec le psychiatre du CMP. Donc voilà, le fait qu'il ait loupé son rendez-vous avec le psychiatre, il lui a été donné un autre rendez-vous 4 jours après. 3 jours après, et donc à ce moment-là, on se dit bon, peut-être que l'accroche avec le CMP est pas forcément évidente. Le patient a l'air un petit peu moyennement peut-être emballé par le fait de retourner au CMP. Il a déjà vu une infirmière, peut-être que retourner pour aller voir un psychiatre, ça ne l'enchante pas trop, sachant que bon, il est quand même bien suivi par son généraliste. Bon. Donc, on lui propose de le rappeler le lendemain de son rendez-vous avec le psychiatre pour voir un peu, prendre la température, voir s'il y a une bonne accroche, s'il y a un bon contact avec le psychiatre. Et donc, on lui propose de le rappeler le lendemain. Et suite à cet appel, on renvoie un courrier au CMP pour lui dire qu'on l'a eu au téléphone, voilà, leur dire un petit peu, faire un petit état des lieux de ce qui se passe pour ce monsieur à ce moment-là. Et pareil, on envoie aussi le courrier au médecin généraliste. Et donc on prévoit l'appel intermédiaire le lendemain du rendez-vous avec le psychiatre. Et à ce moment-là, le patient décroche et nous dit qu'il va vraiment moins bien à ce moment-là, parce qu'en fait, sa femme a été hospitalisée la veille. Il n'a pas pu se rendre à son rendez-vous du CMP parce qu'en fait, il était déjà trop occupé à s'occuper de sa femme et il est complètement passé à côté du rendez-vous du CMP. Et donc, à ce moment-là, nous, on s'inquiète un peu parce que on se dit, bon, il y a quand même un changement dans le quotidien de ce patient, avec une hospitalisation de sa femme qui n'est pas très en forme déjà initialement. Et donc là, on s'imagine que bon, voilà, c'est une transition encore qui va être compliquée à gérer pour lui. Donc nous, on prend en fait la décision on lui propose en fait de le rappeler, de refaire un appel intermédiaire. Et à ce moment-là, on prend l'initiative aussi de faire le lien avec le CMP en les prévenant que la femme a été hospitalisée et que il se peut que le patient ait besoin de venir peut-être un peu en urgence si jamais les choses se dégradent, si le moral est moins bon. Et donc c'est vraiment pour les tenir au courant, pour qu'on puisse avoir vraiment un travail de réseau, mais de proximité en fait directement avec le CMP. Donc voilà, le CMP est prévenu et l'appel intermédiaire qui avait été programmé avec le patient 2 jours plus tard, en fait, on essaye de le contacter, mais à ce moment-là, le patient ne répond pas, on lui laisse un message sur sa boîte vocale et en fait, le CMP nous recontacte par mail, en nous informant en fait que son épouse qui avait été hospitalisée peut-être une semaine avant est décédée dans le service de
de soins dans lequel elle était. Et donc du coup, voilà, ils n'ont pas eu de nouvelles, eux, de leur côté du patient, mais eux nous demandaient de revenir vers lui afin de faire le lien et de l'inciter à aller vers le CNP. Voilà. Bon, donc ça, c'était le 8 février 2023, donc il y a à peine 2 jours. La suite de l'histoire fait que, en fait, hier, on a essayé de le contacter et malheureusement, il n'a pas répondu. Donc, on est passé par le biais de son fils pour avoir de ses nouvelles, pour savoir un petit peu comment lui se sentait et voilà et voilà, l'encourager à aller vers le CNP ou aller vers le médecin généraliste afin qu'il puisse rencontrer quelqu'un pour parler du deuil et puis voilà et donc lui rappeler que nous on restait quand même quoi qu'il arrive disponible à tout moment s'il avait besoin de discuter avec quelqu'un, de parler, d'avoir des conseils, voilà. Donc ça c'était le premier cas clinique et on a un deuxième cas clinique. Si vous avez des questions. Il y a une personne qui se questionne sur est-ce que vous n'avez pas peur que ça déshumanise le lien? Voilà, je pense qu'on vous l'a déjà posé cette question, mais je la relève parce qu'elle a écrit le fait que ça soit par téléphone. Donc, vous y avez répondu un petit peu quand même. Oui, nous restons humains, les personnes sont des humains, parler. Oui. Voilà. Je crois que vous l'avez bien dit sur ce qu'il peut dire par téléphone. Et des fois, il se dit des choses même différentes. Ouais. C'est pas une place, c'est en plus. Vraiment, je trouve que je comprends la question. Je trouve que c'est bien qu'elle se pose. Oui, c'est pour ça que j'ai relayé. Absolument, et merci de la relayer. Mais je trouve que c'est bien qu'elle se pose de la part de collègues qui ont peut-être moins l'habitude. C'est vraiment une histoire de dépasser des a priori qu'on peut avoir et éventuellement même des positions qu'on a pu repérer comme assez dogmatiques par moment. Voilà, la crise du Covid nous a permis, nous en tout cas, d'avancer, de faire bouger les lignes nous concernant et de convaincre beaucoup de professionnels que le lien, ça permet de maintenir un lien, ces nouveaux outils et notamment le téléphone, que je ne vois pas à partir du moment où on maintient le lien, je ne vois pas ce qui est finalement déshumanisé, déshumanisant. Donc non, bien au contraire, et j'invite ce collègue ou cette collègue à venir voir à Vigilance à quel point nous sommes non déshumanisés. Bon, nous, en unité mobile, on en fait beaucoup du téléphone et on se rend compte que c'est du lien. Une autre question, est-ce que ça existe sur le 95, pardon. Oui. Alors, en fait, ça existe, toute la région parisienne est couverte sous forme de binôme de départements. Mais encore une fois, donc il y a une vigilance partout en région parisienne. Encore une fois, le plus important, c'est de repérer celui à côté duquel on travaille. Et eux se chargent de transférer le dossier au dispositif identifié. Donc, c'est pas du tout compliqué. Vous travaillez à Esquirol, à Saint-Maurice, il y a un vigilance 94 à connaître. Et si par hasard, la personne âgée que vous voyez en psychiatrie de liaison, pas en SSR par exemple, s'est retrouvée à Esquirol alors qu'elle habite Versailles, le vigilance 94 s'occupera du transfert. Donc, oui, il y en a partout, y compris c'est 94 92, 75 93, 95 78, 77 91. Voilà, ils sont à des degrés d'ancienneté très différents. Le plus ancien, c'est le 78. Et puis après, c'est 75, c'est nous. Donc, pour répondre à la personne qui disait 95, c'est 78. Oui, 75, 70, donc 75, 78, 95. Et ça existe. Ok, ensuite on est sur le 93. Il y a la responsable médico-sociale dans le cadre de l'attribution de l'APA, l'allocation personnelle des autonomies, qui dit que ça serait intéressant de se mettre en lien avec les DAC. Je ne sais pas si vous avez l'habitude vous avez des liens avec les DAC, les dispositifs d'accueil et de coordination. C'est pas en tout cas, elle laisse ses coordonnées que je voulais pas la mettre sur ce mail. Sur le 4, voilà, sur la scène. Voilà, donc les DAC, en fait, c'est des fusions récemment entre les Mayas et les réseaux de soins. Maintenant, ça a fusionné. C'est aussi assez disparate sur le territoire, mais voilà, maintenant, il n'y a plus les Mayas. Moi, j'avais une question par rapport à la pression. Du coup, on voit bien que le téléphone, c'est pas forcément la meilleure façon de rentrer en contact. Enfin, moi, je le remarque aussi au domicile. Est-ce que vous faites à chaque fois le lien avec des équipes mobiles
Parce que pour le coup, je sais que c'est en création, il y en a plein, et là, moi, du 93, donc sur le projet de psychiatrie du CGI. Et j'ai eu un cas pareil, où je vous ai eu au téléphone, mais parce que le patient ne comprenait pas au téléphone qui c'était. Et on voit bien que la difficulté, moi, je le vois sur le terrain, vraiment, le téléphone, c'est vraiment pas le meilleur outil. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour ça, ça dépend de l'âge, ça dépend des caractéristiques du patient. Mais du coup, est-ce que vous essayez à chaque fois de voir s'il y a une équipe mobile qui se déplacerait ou pas? Ou est-ce que vous avez encore besoin de liens, par exemple, sur 93, que Ouais, je pense qu'on aurait besoin de liens, effectivement, parce qu'on oui. on est intersectoriel. Ouais. Et c'est vrai qu'on a peut-être une moins bonne connaissance des dispositifs sur 93. Oui, on a fait des mesures, on a voilà, des psychologues, on a les documents psychologues, voilà, on découvre aussi des choses. Hein. On s'enrichit. Après, c'est vrai que nous, on sollicite les structures pour lesquelles on est informé qu'elles sont en place. Ouais. On ne fait pas tellement de mise en place d'intervention. On n'organise pas d'intervention d'équipes mobiles si elles ne sont pas déjà un peu dans le circuit. Ça pourrait s'envisager à terme. Pour l'instant, ce n'est pas tellement ça qu'on fait. On va réactiver des trucs si elles ont été à un moment donné dans le circuit, mais c'est vrai qu'on va pas, on n'intervient pas comme un CMP ou comme un psychiatre traitant qui dirait bon alors là faut ça, faut ça. On va réactiver, mettre en lien, mais c'est vrai que si le patient, je sais pas, n'importe quoi, il sort des urgences et le CMP peut pas aller le visiter à domicile, etc. C'est pas tellement nous qui allons mettre en place tout ça. On peut aider, on peut mettre en connexion. On peut appeler le CMP, l'équipe du CMP, dire voilà, on a vu, est-ce que ça serait pas adapté? Leur souffler dans l'oreille, ah, mais est-ce que par hasard vous aviez pensé à cette équipe, ça? Donc il faut qu'on connaisse absolument ces équipes-là. Mais c'est juste que notre positionnement n'est pas celui, enfin, c'est important. On ne va pas se substituer au dispositif de soins courants, quoi. Et donc on est preneur des connexions, bien sûr. Oui, c'est une remarque. Notre vigilance, elle est triple. Elle s'adresse d'abord aux patients, mais ça s'adresse aux familles, mais aussi aux équipes, aussi bien médecins généralistes qui peut un peu méconnaître un peu cette situation, mais qui est complètement encombrée, et le patient vient plus perdu, hein, qui quitte un peu la filière. Et alors là, avec vos petits mots, votre relance, il y a une vigilance, on le recontacte, parce qu'on sait bien qu'il y a ce risque-là de ces on est là pour ça aussi. C'est vraiment très bien sur de polariser un petit peu, et un rappel, un petit mot, et éventuellement des équipes qui se déplacent aussi, infirmières liaison, des équipes nouvelles, un peu toutes les ressources. Oui, il faut nous servir aussi, et beaucoup, hein, pour appeler les équipes. Oui, Et puis tenir au courant aussi les médecins généralistes qui sont souvent assez exclus des boucles généralement de ce qui peut se passer au CMP. Parce que même en connaissant bien, il y a quand même des fois une méconnaissance sur le risque. Bien sûr. Alors, il y a aussi un autre point sur lequel on fait pas mal de mise en réseau, c'est la question quand on apprend un décès. D'abord, on est demandeur, nous, de nos partenaires, d'être informés quand un des patients pour lesquels on a déjà échangé ou pour lesquels on a la connaissance qu'il est dans vigilance, on est très demandeur d'avoir l'info si jamais il est décédé, que ce soit par suicide, évidemment, mais aussi pour d'autres motifs. Et à ce moment-là, une des attributions que Vigilance a pris de manière nationale, petit à petit, c'était de s'assurer que l'ensemble des partenaires et des intervenants soient au courant. On se rend compte que, par exemple, un vigilanceur va appeler un jour pour l'appel à 3 mois, ça ne répond pas, il finit par tomber sur la sœur qui lui dit bah non, ma sœur s'est pendue il y a 15 jours, par exemple. Des fois, ça peut être s'est pendu il y a 2 mois. Et auquel cas, on se rend compte que donc la vigilance prend avec l'accord, hein, évidemment, mais des proches, mais on prend le parti d'informer les différents intervenants et on tombe sur un psychiatre de CMP, par exemple, qui n'est pas au courant que son patient est décédé de suicide. Les plus carencés en info, c'est les généralistes. Et là, vraiment, on
On se rend compte que quand il y a eu un passage en psy, etc., c'est ceux qui ont finalement, pas tout le temps, mais régulièrement le moins d'infos. Et on fait beaucoup, alors c'est pas du débriefing, ce serait très prétentieux de dire ça, mais de l'info comme ça, et de la, moi j'appelle, alors ça ne nous arrive pas tous les 4 matins, hein, mais c'est quand même plusieurs fois par an, on obtient l'info et j'appelle le généraliste et je dis, ben voilà, depuis il était ah bon, comment, mais je ne savais pas, c'est une famille que je connais pourtant depuis longtemps. Il y a cette mission un peu aussi alors dans le jargon, aujourd'hui, ça s'appelle la postvention, un peu, c'est-à-dire l'accompagnement des soignants ou des proches selon le positionnement suite à décès de quelqu'un par suicide. Il y a aussi donc cette mission-là que prend en charge Vigilant pour le moment. Et ça, c'est vraiment très apprécié par les collègues alors, de CMP, évidemment, que souvent on connaît d'ailleurs, mais les généralistes, c'est un réseau quand même qu'on connaît un peu moins vu le territoire qu'on couvre. Voilà, en tout cas, si vous avez des patients qui sont en vigilance à un moment donné, vous apprenez ce type de nouvelles, on est vraiment preneur de retour. On est sans doute ça, on n'en a que quelques-uns, on a quelques pourcents de décès, très, très faibles, mais là, c'est sans doute parce qu'on n'a pas assez de retour sur ces phénomènes-là. Non, c'est bon. Du coup, je vais vous présenter le deuxième cas clinique qu'on a choisi, hein, toujours dans le numéro 190 du patient âgé. Donc, c'est Madame C qui a 91 ans et qui a fait, elle aussi, une TS par IMV à la maison. Elle a appelé les urgences qui sont passées à côté, qui sont passées chez elle en fait pour la récupérer et donc du coup l'emmener aux urgences les plus proches de chez elle. Elle a été admise en réanimation assez rapidement hein, suite au passage aux urgences. Elle avait fait quand même une TS par IMV assez importante dans mon souvenir. Elle avait pris une 50aine de comprimés. Voilà. Et en fait, à l'arrivée en réanimation, elle se dégrade assez vite en fait et elle tombe dans le coma. Donc, ils vont la garder pendant 9 jours en réanimation. Et à la suite de ce passage en réanimation, il est décidé qu'elle va être hospitalisée en UGA. Donc, voilà. Où elle va rester 5 jours. Et en fait, au vu des troubles cognitifs qu'elle présente, il demande un avis en psychiatrie. Et donc, un transfert est organisé dans un service d'hospitalisation de psychiatrie, où elle va rester 9 jours. Et ensuite, elle va retourner dans le service de gériatrie de l'hôpital où elle était. Et donc, cette dame, pareil, dans les antécédents psychiatriques qu'on a retrouvés, elle avait déjà fait une TS, une tentative de suicide par IMV en 2017, qui avait été prise en charge, elle, par contre, suite à un conflit familial. On apprend aussi que dans les antécédents, en fait, c'est une dame qui souffre d'une dépression depuis longtemps, voilà, et qui a déjà reçu plusieurs lignes de traitement qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Voilà. Bon, c'est une dame qui vit seule à son domicile, hein, elle a 91 ans, mais elle vit seule à son domicile, elle est veuve depuis 30 ans, et donc autour d'elle s'est mis en place un réseau d'aide, d'auxiliaires et d'aide ménagère surtout. Voilà. Elle a 3 fils, un qui vit sur Paris, 2 qui sont en province, mais donc celui qui vit sur Paris est assez proche d'elle, et vient la voir quand même régulièrement. Donc, voilà. En fait, à la suite du passage en unité de gériatrie aiguë, il est décidé pour cette patiente que elle va intégrer le dispositif vigilance, voilà, et à la suite des 30 jours d'hospitalisation, il est décidé qu'elle soit placée dans un EHPAD. Et donc voilà. Donc moi je vais vous expliquer quel était le rôle de vigilance. Je vais qu'on passe à la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc, quand on reçoit la fiche d'entrée dans le dispositif, c'était à la sortie de la réanimation en fait. Donc, comme dans le cas précédent, on reçoit la fiche d'information à la sortie de l'animation, juste avant qu'elle soit transférée en service de gériatrie.
Donc, pareil, on lui a envoyé un courrier d'inclusion pour la prévenir en fait qu'elle va recevoir des appels de notre part. Et on n'avait pas ni de médecin traitant ni de psychiatre qui était identifié en fait dans les fiches. Alors soit parce que la patiente n'avait pas été en capacité de les donner, soit parce que bon, c'était passé, enfin voilà, les équipes étaient passées à côté. Et donc voilà. Donc à ce moment-là, nous on ne peut contacter que la patiente par courrier en lui disant qu'elle va être appelée par notre service. Donc, pour l'appel H10, donc pendant quasiment un mois, on a tenté de rentrer en contact avec elle. On lui a laissé des messages à 6 reprises, sans succès. Voilà, la patiente ne répondait pas, on tombait sur le répondeur à chaque fois. Donc, et puis, bah, du coup, elle devait peut-être pas avoir nos messages sur son répondeur, donc elle ne nous rappelait pas. Et donc, en cherchant un petit peu dans les logiciels dont on dispose dans notre unité, on trouve quand même le numéro du fils qui est à proximité d'elle sur Paris. Et on décide de l'appeler en fait pour avoir un petit peu des nouvelles de la patiente et savoir un peu comment ça va, ce qui s'est passé pour elle. Donc le fils en fait décroche du premier coup et à ce moment-là, il nous indique que sa mère a été placée dans un EHPAD et que en fait elle a des troubles cognitifs qui empêchent un petit peu la communication et donc bon voilà, mais qu'il n'y a plus d'idées suicidaires et qu'elle elle va un petit peu mieux quand même depuis le passage en réanimation. Et donc, à ce moment-là, va intervenir l'appel à 3 mois. Pareil, du fait qu'elle soit placée en réanimation, on les rappelle à 3 mois pour savoir un petit peu comment ça va. Et à ce moment-là, la patiente décroche sur son téléphone portable. Et donc, en fait, on a un entretien assez court hein, parce que c'est pas le bon moment. Elle est à l'EHPAD, mais c'est l'heure d'aller manger, etc. Et en fait, au cours de l'entretien, on se rend compte quand même qu'il y a des troubles cognitifs qui font que bon, ça va être une évaluation qui va être un petit peu difficile à faire. Bon, en tout cas, on sait qu'elle nous confirme qu'elle vit bien en EHPAD et donc voilà, on estime que bon, elle a quand même des ressources à disposition immédiate en cas de besoin si jamais ça devait aller moins bien. Bon, voilà. Et donc à ce moment-là, commence la veille passive à 6 mois. Donc, c'est-à-dire que la patiente peut faire des appels peut nous appeler, nous, le dispositif, en cas de besoin. Et voilà. Voilà pour ce deuxième cas. Et donc, le troisième cas qu'on n'a pas mis dans les slides, mais ce qui en fait, c'est un exemple de personnes qu'on n'a jamais réussi à appeler. Donc, il y a des patients qui ne répondent jamais au téléphone, qui n'écoutent pas leur message téléphonique ou qui n'ont pas, voilà, qui ont des messageries qui sont complètement saturées. Donc, on a eu le cas d'une patiente qui était assez âgée, qu'on a tenté d'appeler à de multiples reprises, alors à chaque fois des horaires différents, des jours différents, etc. Mais bon, sans succès. Et finalement, on est passé par le biais de la carte postale. Donc, on lui a quand même envoyé une carte postale avec les numéros de téléphone, les références de vigilance. Et donc, en fait, cette dame nous a renvoyé une carte manuscrite en fait, pour nous répondre en nous disant merci de penser à moi, ça me fait chaud au cœur. Actuellement, je suis sortie d'hospitalisation et donc je suis dans un EHPAD, mais tout va pour le mieux. Merci infiniment. Voilà. Donc, on était plutôt ravis d'avoir des nouvelles, même par le biais des lettres. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Et donc, on vous a mis une petite bibliographie donc, de toutes les références qu'on a pu trouver afin d'étoffer un peu ce PowerPoint. Voilà. Je ne sais pas s'il faut utiliser ou pas. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre attention et pour vos questions. Il y a eu plein de réactions sur le chat, on ne va pas avoir le temps de tout dire, mais ce que je dis, n'hésitez pas à contacter Vigilance directement. Il y a même des personnes qui sont intéressées pour postuler. Donc voilà, contactez Vigilance.
J'aurais une remarque quand même concernant l'EHPAD. Parce que Oui. je ne prenais pas de contact avec le médecin coordonnateur, parce qu'il peut y avoir un psychiatre consultant, il peut y avoir une équipe dédiée. Enfin, je veux dire que, et quelquefois, il y a dans la fiche d'admission, la tentative de suicide n'est pas indiquée parce que les maisons de retraite n'aiment pas beaucoup ça. Je veux dire qu'il y a une résistance par rapport à ce profil de patient et on met ce qu'on veut bien mettre et on fait en sorte que ça présente bien. le patient ou la personne soit valide et il y a des antécédents qui sont un peu gommés. Donc, alors, bon, il y a le problème du secret. Enfin, ça peut poser le problème de donner une information que l'équipe de l'EHPAD ne connaît pas. Mais en même temps, pour le suivi, c'est quand même intéressant. S'il y a un psychiatre qui vient, c'est l'équipe est au courant un petit peu de ses antécédents. Enfin, la vigilance que vous avez vis-à-vis de l'équipe de sécurité, je ne trouve pas au niveau de l'équipe de l'EHPAD. De mon côté, si ça n'a pas été dit au départ, est-ce que c'est à nous de dire non, attention, pas qu'on mette en difficulté non plus l'accueil de la personne. Au moins le médecin co, on a un contact, je ne sais pas. C'est une question peut-être c'est une question. À poser, mais est-ce que vous pouvez intervenir en EHPAD? C'est vrai que il y a des mesures différentes, il y a des plans sécurisés, enfin voilà, il y a je sais qu'il y a énormément d'accru chez les personnes qui ont pu enlever une tentative de suicide, vraiment attentif à la patient. Et donc, souvent, il y a des vraiment les choses, c'est permis, l'équipe aussi, il y a une formation de l'équipe qui est donnée en disant, bon, qu'est-ce qu'on doit surveiller Personne n'a pas omis de dire, enfin, je trouve que je sais pas, une équipe qui adresserait sur un EHPAD. Oui, mais bon. C'est pas, voilà, c'est pas. Bon, moi, je pense que. Non, mais pas, voilà, non, mais c'est sûr. Il ne faut pas dire faut pas qu'ils soient trop malades, trop vieux, trop pauvres, trop suicidaires. Bon. Comme ça, les commentaires que ça m'évoque, enfin m'appelle, je trouve que c'est. Bon, on n'a pas énormément d'expérience pour le moment, donc on nous fait le retour sur ce qu'on a pu avoir. Je ne pense pas qu'effectivement, ça va être beaucoup du cas par cas par les situations. J'imagine quand même que si on a une situation d'urgence, enfin, ou en tout cas le risque suicidaire nous paraît important, etc., oui, on avertira les ressources à l'EHPAD. Je crois que si on a un machin qui nous inquiète, qui a déjà fait une TS il y a 6 mois, je pense qu'on ne réfléchira pas trop à la question de est-ce que ça a été omis, de dire, etc. Ça veut dire qu'on prend effectivement un risque sur ce que va devenir cette personne après. Peut-être que l'EHPAD a quelques anticorps contre les patients suicidants, etc. Mais je pense qu'on va... j'imagine qu'on va multiplier les contacts avec les médecins coordonnateurs d'EHPAD dans le cadre de patients âgés qui nous inquiéteraient. Ou avec le médecin généraliste, parce que dès l'instant où ils gardent leur médecin généraliste quand ils sont en EHPAD. Le coordonnateur n'avait pas. Vous allez voir que dans 93, je ne sais pas si vous avez un retour d'expérience, la plupart des patients n'ont pas de médecin généraliste. Donc moi, je me suis beaucoup de bien pour utiliser un médecin généraliste. D'accord. Et souvent, en EHPAD, le médecin traitant se dédouane parce qu'il ne se déplace pas dans l'EHPAD, et ça, c'est un réel problème. Même il se déplace à domicile, ça aussi. Et du coup, c'est vrai que le médecin coordinateur fait énormément le lien grand la plupart du temps des patients. D'accord. Et j'ai une question à l'inverse. Est-ce que l'équipe de l'EHPAD peut aussi vous appeler lors d'un... Parce que je remarque souvent que dès qu'il y a un risque de passage à l'acte, ils envoient systématiquement le patient en urgence. Ça serait bien, avant de l'envoyer aux urgences, qu'il y ait une évaluation de votre part, parce que du coup, je pense que ça éviterait des hospitalisations ou des fois c'est un peu violent, et du coup, là, au moins, il y aurait une prise en charge assez directe, une évaluation de votre part, et comme ça, on pourrait éviter au moins des hospitalisations, où on dit, bah voilà, là, il faut vraiment que le psychiatre les psychiatres reviennent, mais dans un délai, au moins d'urgence. Ça serait comme les appels de l'entourage, la famille. Oui, voilà. Là, en l'occurrence, c'est une institution qui fait. Mais vous n'osez pas vous donner un numéro et dire que, parce que moi, souvent, ils m'appellent, on dit qu'elle peut venir, alors je ne peux pas venir tout de suite. Donc,
c'est bien de passer par là. En plus, oui, en plus. Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est un créneau. Et pour les, alors ça, c'est pour les patients inclus dans le club vigilant, c'est pour les autres. Le 31-14, nous, cette fonction-là. Oui, aussi. Si. Il y a beaucoup de remerciements. On transmettra aux absents. Normalement, Vincent fait ça après. On voit quand vous pouvez. Il faut juste qu'on assure que c'est bon, quoi, en fait. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci à tous. Merci beaucoup.